Alors, les deux directives ont été adoptées, on est encore dans la phase de transposition, donc il n'y aura pas de contentieux avant plusieurs années certainement. Donc il faudra attendre, mais concernant tout d'abord la directive de mai 2023. Alors ce qui me semble d'abord particulièrement intéressant, et ça a été dit, mais c'est une directive qui concerne le principe d'égalité de rémunération présent dans le traité depuis 1957. Et l'objectif unique de la directive est d'assurer l'effectivité du droit à l'égalité des rémunérations. C'est donc une directive qui ne traite que de mise en œuvre. Et elle va donc définir les modalités pour assurer cette meilleure effectivité que je ne me risquerai pas à définir. Et à cette fin, dans cette directive, on a 3 moyens d'action. D'abord, ça passe par une définition plus fine des concepts. Et c'est là où on voit que la mise en œuvre, c'est tout ce travail de définition et donc d'interprétation. Et la directive, eh bien, il va y avoir évidemment une reprise de certains éléments de la jurisprudence de la Cour de justice et puis de nouveaux éléments. Et on a une définition également de la notion du champ d'application et donc du travailleur. Ensuite, le deuxième moyen, alors essentiel, c'est d'ailleurs, c'est devenu le titre de cette directive, c'est la transparence salariale, et c'est là où on va trouver de nouveaux droits, et notamment les droits à l'information pour les salariés et pour les représentants des travailleurs. Et enfin, particulièrement intéressant, ça a été dit, mais le chapitre 3 de la directive concerne les voies de recours, et il ne concerne que les voies de recours et l'application du droit, et je pense que ça n'a jamais été aussi développé dans une directive. Alors, juste pour vous donner tout ce que ça recouvre, parce que ce me semble particulièrement intéressant, donc les titres: défense des droits, procédure au nom ou à l'appui des travailleurs, droit à indemnisation, autres mesures correctives, renversement de la charge de la preuve, éléments de preuve attestant de l'équivalence du travail, accès aux preuves, délai de prescription, frais de justice, sanctions, égalité des rémunérations dans le cadre des marchés publics, mesures de rétorsion. Ça n'a jamais été autant développé. Évidemment, la question qui peut se poser, ça va être quelle va être l'influence de ce chapitre sur les voies de recours, puisqu'on peut le voir comme une définition de ce qu'est une voie de recours effective et proportionnée. En revanche, il y a toujours des manques, mais on ne trouve rien sur l'action collective et un droit autonome des représentants des travailleurs, sachant également que ces articles, on est dans le domaine de l'égalité des rémunérations, pourront avoir très certainement un effet direct entier, avec l'application de l'article 47 et également de l'article du traité sur l'égalité des rémunérations. Deuxième directive, la directive sur le salaire minimum. Alors, formellement, ces directives, elles sont toutes sur le même modèle, avec aujourd'hui des préambules très longs, définition, l'objet, et puis les droits. Alors, cette directive, il y a 2 éléments qui la rapprochent, je dirais, de celle dont je viens de parler. D'abord, le thème, c'est les rémunérations qui sont en jeu, et ce qui est un élément essentiel, évidemment, pour les travailleurs. Et puis le deuxième élément, c'est la question de l'effectivité, qui là aussi est au cœur de cette directive. Son objet est effectivement l'effectivité du droit à un salaire adéquat. Et là aussi, si on regarde les directives, toutes les directives récentes, beaucoup de ces directives
ont à cœur de renforcer la mise en œuvre sur les travailleurs détachés avec l'autorité, avec la directive sur l'application de la directive de 96, etc. Alors, sur le fond, en revanche, cette directive est assez particulière quand même. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais beaucoup de commentateurs ont remarqué le degré de normativité extrêmement faible de cette directive qui ne définit pas de droit à un salaire minimum, puisque cela va dépendre des États membres. Il ne s'agissait pas de toucher au mécanisme de fixation des salaires, notamment dans les pays nordiques. Donc, on n'a pas ce droit. Et lorsqu'on regarde le contenu, c'est essentiellement une directive qui définit des procédures pour parvenir à ces salaires adéquats et notamment l'importance qui est accordée, et il me semble que c'est un aspect essentiel, mais au mécanisme collectif. Donc ce n'est pas justement la négociation collective, la couverture par les négociations collectives qu'on doit parvenir à ces salaires adéquats. Mais il me semble que dans cette directive, vous avez des dispositions alors, qui sont, je pense, passées assez inaperçues, mais qui me semblent pourtant extrêmement importantes dans le contexte de ces directives. C'est les articles 12 et 13 de cette directive. Et il s'agit des articles sur le droit, réparation et protection contre un traitement défavorable et l'article 13 sur les sanctions. Alors, vous allez me dire, il s'agit là des articles standards de toutes les directives où on trouve l'idée, un droit, un recours. Et à la limite, on n'a pas besoin de ces articles puisque les principes européens de droit à un recours sont là, l'article 47 et autres. Donc, à la limite, on n'a pas besoin de ces articles. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'ils sont essentiels? Parce que c'est par ces articles qu'on va avoir, me semble-t-il, un droit des salariés à invoquer la directive, puisque c'est là un droit individuel qui est défini, un droit de recours, et donc il me semble que par ce biais, on a bien une intégration de cette notion dans la sphère de l'Union européenne. Et il me semble que sans ces articles 12 et 13, il y aurait, on peut se demander s'il s'agirait véritablement de directives qui définissent des droits, parce que sinon on est beaucoup sur le terrain plutôt de politique à mettre en œuvre. Et dans l'application de ces deux articles, il me semble qu'on pourra avoir trois types de contentieux. Alors le contentieux classique, j'allais dire, où des travailleurs estiment que leur droit au recours n'est pas suffisant ou qu'ils demandent une sanction parce que le droit à un salaire minimum n'a pas été respecté. Alors, je précise encore une fois que ça ne concerne que les pays où il existe un salaire minimum légal et conventionnel, pas les autres, ce qui est une spécificité de cette directive. Mais surtout, on a deux autres contentieux qui peuvent intervenir, puisque la directive définit son champ d'application et on a bien une définition du travailleur, c'est pour toutes les catégories de personnes qui peuvent contester leur qualité de travailleur indépendant et donc demander à bénéficier d'un salaire minimum parce qu'elles considèrent qu'elles doivent être définies comme des travailleurs au sens de cette directive. Et également, me semble-t-il, un autre élément, c'est que lorsqu'on parle de salaire minimum, eh bien, c'est souvent en lien avec le temps de travail, et donc comment on va définir ce salaire minimum. Et là aussi, c'est entrer dans, j'allais dire, la sphère du droit de l'Union européenne. Et donc, c'est là où, il me semble-t-il, on voit bien que cette... Alors,
Pour le droit français, on avait l'impression que la mise en œuvre de cette directive, il n'y en aurait quasiment pas besoin, mais comme souvent, on s'aperçoit qu'une directive peut avoir des conséquences bien plus importantes que celles que l'on estimait à première vue. Merci.